La mondialisation que nous avons observée depuis 1991 a été une forme très particulière de mondialisation, où il s'agissait essentiellement de l'occidentalisation ou de l'américanisation. Et je pense simplement que cela a, en raison de la nouvelle répartition des personnes, des ressources, des idées, de l'argent, du pouvoir, de l'influence, de l'énergie et de l'initiative, rendu le monde fondamentalement différent aujourd'hui. Et vous savez, le reste du monde répond à l'Occident en disant « Désolé les gars, vous savez, vous ne définissez plus les termes de notre conversation. » Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je suis accompagné de deux de mes collègues de la Multipolar Peace Alliance. J'ai avec moi Jeff Rich, un historien et écrivain de Burning Archive. C'est la publication qu'il dirige sur Substack. Je vous recommande vivement d'y jeter un œil. Et j'ai aussi Warwick Powell ici, qui est professeur adjoint à l'Université de technologie du Queensland et chercheur principal à l'Institut Taihei. Warwick, Jeff, bienvenue. Warwick, Jeff, welcome. Warwick Daddy, Strohayang Vu. So we said we're going to do a meeting and an update. Alors, nous avons dit que nous allions organiser une réunion et une mise à jour sur ce qui se passe dans le monde, en particulier en regardant le monde depuis l'Australie, où vous êtes tous les deux situés, dans le Pacifique. Puis-je vous demander, peut-être tout d'abord, comment ces nouvelles guerres qui ont éclaté en Asie de l'Ouest sont-elles rapportées de votre côté? Le Liban et cette sorte de guerre bouillonnante et latente avec l'Iran. Comment les médias australiens rapportent-ils cela? Peut-être Warwick d'abord, puis Jeff. Maybe Warwick first and then Jeff. Oh, me, okay. Look, my stand is Moi, that the d'accord. mainstream reporting Écoutez, is ma very position much by est que le reportage dominant est très influencé par le cadre transatlantique dominant, qui considère que l'histoire commence le 7 octobre de l'année dernière, décontextualisant à peu près tout ce qui s'est passé depuis, et a largement eu du mal, je pense, à présenter les problèmes de l'Asie de l'Ouest dans leur contexte historique complet. Premièrement, mais aussi en partie à cause de cela, étant institutionnellement piégé par la politique. Eh bien, la politique d'Israël. Et je suppose que nous pourrions explorer cela un peu plus en détail. Mais la sensibilité au sein des institutions politiques dominantes en Australie, ainsi que des médias dominants, a eu tendance à voir le monde principalement à travers les lentilles d'un récit qui place Israël au centre. positions Israel at the center. The views and experiences of Palestinians. Les points de vue et les expériences des Palestiniens sont beaucoup moins compris. Leurs voix n'ont pas été amplifiées de la même manière. Mais la réalité de ce qui se passe sur le terrain et le fait que les médias indépendants sont si prolifiques de nos jours signifie que la tragédie, le bain de sang et les horreurs de ce qui se passe en Asie de l'Ouest sont inévitables. Cela a en fait provoqué, et peut-être que Jeff en aura une réelle perception, et peut-être que je le mets dans une situation délicate, pour ainsi dire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens en Australie qui sont en fait incroyablement choqués par le caractère unilatéral de la réaction politique de l'establishment politique et par l'absence d'empathie pour les personnes qui ont littéralement été massacrées au point d'être victimes d'un génocide. Comme l'a dit the Fro. As the ICJ has determined. And we are now seeing people march on streets. Et nous voyons maintenant des gens défiler dans les rues. Il y a un mouvement vocal pour que la justice soit rendue en Palestine, pour que l'establishment politique australien et les institutions réagissent avec plus d'empathie et avec une meilleure compréhension de ce que la justice exige réellement, ce qui est très différent de la façon dont les médias traditionnels ont présenté cette histoire. Je ne sais pas si j'ai communiqué cela clairement. Je n'ai jamais vraiment articulé un point de vue à ce sujet. Donc en un sens, c'était un peu une position instinctive.
Oui, j'aimerais vraiment entendre l'avis de Jeff à ce sujet, pour être honnête avec vous. Et peut-être que je vais m'inspirer de sa perspective pour exprimer mon propre point de vue un peu plus clairement. And get my own sense across a little bit more clearly. Yeah, well, a couple of things. I mean, at a official government Eh bien, policy level, there has quelque been very, chose. very strong support for Je veux dire, au niveau de la politique Israeli gouvernementale officielle, il y a eu un soutien très très fort pour, je you know, suppose, les positions israéliennes et américaines. consistent Donc l'Australie s'est, vous savez, assez régulièrement alignée derrière les États-Unis dans tous les votes et tout ce genre de choses. Et elle a également, vous savez, fait beaucoup de bruit à propos, vous savez, des préoccupations appropriées concernant l'antisémitisme et tout ce genre de choses, mais tendant ensuite à assimiler les personnes préoccupées par ce qui se passe à Gaza à de l'antisémitisme plutôt qu'à être préoccupées par ce qui se passe à Gaza. What's happening in Gaza. And the media itself, I mean, Et les médias eux-mêmes, je veux dire, je pense que c'est un tableau un peu mitigé. La presse Murdoch, vous savez, Rupert Murdoch, qui est bien connu dans de nombreux pays à travers le monde, contrôle une grande part de la presse en Australie. Et elle a été stridente, et presque absurdement stridente dans sa réponse à la guerre. Je pense qu'il y a un titre dans la presse d'aujourd'hui par le journaliste des affaires étrangères pour The Australian, qui est le journaliste des affaires étrangères pour The Australian depuis les années 1970, disant que c'est une guerre, vous savez, une guerre civilisationnelle qu'Israël mène au nom de ceux qu'il définit comme civilisés dans le monde. But on the other hand, although there's been, Mais d'un autre côté, bien qu'il y ait eu, je suppose, une sympathie générale pour la position israélienne dans la presse, il y a aussi eu pas mal de personnes à la fois dans la presse Fairfax et à l'Australian Broadcasting Corporation, le diffuseur public, qui ont été un peu plus sympathiques. Et cela en soi, je pense, reflète quelque chose à propos de cette guerre que j'ai observée. Vous savez, nous avons eu la situation du Covid, puis la situation Russie-Ukraine quelques années plus tard, où le monde médiatique entier s'est aligné derrière une position unique. Et je pense qu'au début de la dernière partie du conflit israélo-palestinien, on s'attendait à ce que cela se produise. Mais la nature des événements et la profondeur des liens et des sympathies développées au fil des décennies, en particulier avec les communautés d'Asie occidentale et musulmanes en Australie, ont fait que ce consensus n'a tout simplement pas pu tenir. Et je pense que ça s'est reflété dans le monde entier, et les gens ont eu du mal. Je pense que les dirigeants politiques ont probablement eu du mal à gérer cela un peu, parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit un autre genre de coup de maître médiatique. Et puis la troisième chose. Désolé, Jeff. Très rapidement, cela m'a fait, et j'y reviendrai plus tard. Mais une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et que j'ai également discuté avec des collègues dans la région Asie est en fait comment la position officielle de l'Australie s'aligne avec les opinions qui semblent être, d'une part, les positions officielles des gouvernements des pays de notre région, mais aussi les opinions publiques non officielles. Rice the Mallory Spugnofer. Yeah, no, that's absolutely right. But then the third thing is part. Oui, non, c'est absolument vrai. Mais ensuite, la troisième chose est en partie, je suppose, ce à quoi Warwick faisait allusion. C'est-à-dire que pour un citoyen ordinaire, membre du public, spectateur ou lecteur ordinaire de l'un de ces événements, ce sont des événements incroyablement difficiles à absorber, à réfléchir et à gérer. Et je pense que cela tend à provoquer trop d'indignation et trop peu d'empathie, si vous voulez. Oui. Et je pense en partie, vous savez, je connais beaucoup de gens certaines personnes dans la communauté juive de Melbourne qui sont, vous savez, profondément et légitimement préoccupés par les questions d'antisémitisme.
Mais en même temps, je me demande juste si parfois cela ne les aveugle pas à voir les horreurs qui se déroulent. The horrors that are proceeding. So I actually wrote a piece for Pearls and Irritations. J'ai récemment écrit un article pour Pearls and Irritations, intitulé, je crois, Gazing at the Gorgon in Gaza. Il faisait référence à un livre écrit par une historienne australienne, Inga Clendinnen, vers 1998, intitulé Reading the Holocaust, qui explore comment les gens ont réagi avec empathie aux victimes, aux bourreaux, aux spectateurs, à l'ensemble des événements pendant l'Holocauste. Et combien il est difficile de le faire avec un engagement imaginatif complet, plutôt que de se perdre dans un monde un peu féerique à propos des événements. Donc oui, ça a été un processus vraiment difficile, je pense, pour les gens du monde entier, de vraiment comprendre ce qui se passe. Une des choses qui est si difficile pour moi est aussi de discerner combien de personnes font. Interpréter ce qui se passe de la même manière que moi, et qui le fait de l'autre côté, et qui est quelque part au milieu. Pour moi, c'est mon impression subjective. Il y a un énorme fossé entre l'opinion publiée et l'opinion publique. Et je ne peux plus discerner ce qui est une véritable représentation de ce que pensent certaines communautés. Je veux dire, nous savons que les grands journaux en Suisse, en Allemagne, en France et aux États-Unis ont un cadrage très particulier de toute la situation. Et je ne trouve presque jamais beaucoup d'empathie pour les milliers de Palestiniens qui meurent. Et maintenant les Libanais, et ainsi de suite. Vous savez, 50, 60, 70 Palestiniens morts. Lebanese and so on, and 50, 60, 70 dead in Lebanon are always they died because Au Liban, ils meurent toujours parce qu'un bâtiment s'est effondré à cause d'une explosion, tandis que des soldats israéliens ont été tués. Nous avons eu cet épisode où 8 ou 10 soldats ont été tués, et leur visage était à la une des journaux, et ils ont été tués par le Hezbollah, n'est-ce pas? Il y a toujours cette attribution très claire. Donc, il y a ce biais évident. Mais récemment, je me pose aussi des questions sur Twitter. J'ai étonnamment beaucoup de tweets dans mon fil Twitter que je ne m'attendrais pas à y voir, parce que j'ai l'interprétation que les Palestiniens et les Asiatiques de l'Ouest sont les véritables victimes d'un assaut de violence qui dure depuis 100 ans. Et maintenant, je reçois beaucoup de flux clairement sympathiques à la position israélienne, ou uniquement à la position israélienne, allant même jusqu'à interpréter des slogans anti-génocide, comme « arrêtez le génocide », comme antisémites. Ce que je trouve être le summum de la reformulation problématique de ce qui se passe. Le fait que Elon Musk, nous le savons, ne soit pas non plus du côté palestinien, me fait vraiment me demander à quel point les réseaux sociaux sont maintenant biaisés pour créer certaines perceptions sur les groupes majoritaires et minoritaires. Avez-vous des réflexions à ce sujet? Yeah, look, even the mere fact that Écoutez, le simple fait qu'au cours des 12 derniers mois, la nature de la guerre ait été, à certains égards, assez asymétrique, mais aussi que la nature des victimes et des décès ait clairement été asymétrique, a également influencé les attitudes du public. Parce que s'il y avait des gens qui étaient marginalement désintéressés, et soyons honnêtes, il y a beaucoup de gens, en général, qui ne s'engageraient probablement pas à réfléchir à ces questions. Ils ont d'autres choses à gérer dans leur vie. Mais à un moment donné, quand vous avez des dizaines de milliers de personnes, des civils, des femmes, des enfants, des travailleurs hospitaliers, des travailleurs de l'ONU, qui sont tués, ou des rapports font état d'enfants avec des trous de balles dans la tête et à travers le cœur, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des décisions conscientes de tuer des enfants innocents. Conscious decisions to take out innocent children. That at some point has, I think, provoked À un certain moment, cela a, je pense, provoqué un éveil dans le grand public, qui, même s'il n'était pas profondément conscient des enjeux historiques en jeu, est absolument dégoûté, premièrement, par ce qui se passe,
par la barbarie et le manque d'humanité. Mais deuxièmement, je pense que cela a également ouvert un espace dans la conscience publique plus large pour les propositions que, en fait, non seulement ces comportements sont inconcevables et génocidaires, mais qu'ils sont aussi des caractéristiques d'un système qui a prévalu mondialement depuis un certain temps et qui a supervisé un monde profondément inégal, profondément injuste et profondément exploiteur de nombreux peuples. Voir ce sens de la conscience émerger de personnes qui n'étaient peut-être pas du tout engagées dans les affaires du monde est au moins une chose assez remarquable, n'est-ce pas? Je veux dire, l'ampleur même et la nature qualitative de l'horreur, je pense, ont forcé les gens. Cela les a poussés vers un engagement avec le monde qu'ils n'auraient autrement pas eu. Et nous le voyons dans les rues partout dans le monde, ainsi qu'ici, en Australie. Il n'y a pas de relâchement. Les manifestations publiques ont augmenté. Elles ne diminuent pas. De plus en plus de personnes sont attirées par les marches pour la paix. Les marches contre la fourniture continue d'armement, d'armes et de financement aux génocidaires. Et s'il y a une lueur d'espoir dans ces nuages très très sombres, alors c'est peut-être au moins un peu cela. Jeff, nous avons récemment appris qu'Emmanuel Macron a effectivement déclaré qu'il n'y aurait plus d'armes pour Israël. C'était une grande nouvelle, n'est-ce pas? Qu'en as-tu pensé? Et comment cela a-t-il été reçu dans les médias en Australie? Comment se passe la couverture médiatique? Je n'ai pas vu beaucoup de reportages sur la façon dont cela s'est passé en Australie. Il semble y avoir des personnes très sceptiques quant à l'attitude d'Emmanuel Macron. Mais je me demande si c'est aussi simplement un signe que Macron a toujours été une figure intéressante, parce qu'il a articulé ses idées de souveraineté européenne, plus d'indépendance vis-à-vis de l'Amérique, et aussi, je suppose, une Union européenne plus capable. Sans entrer dans les arguments pour ou contre, il a parlé d'une armée européenne et d'une sorte d'union politique plus consolidée. Que vous pensiez que c'est bien ou mal? More consolidated political sort of union, whether you think that's good or bad, nonetheless he has a sense of Europe becoming a... Néanmoins, il a le sentiment que l'Europe devient une entité géopolitique plus forte et plus cohésive, disons. Et donc, vous savez, peut-être que ces déclarations sur la situation en Israël sont un petit signe que l'Europe fait cela, et aussi un signe des mêmes tensions au sein de la France. Ils ont une communauté musulmane importante là-bas, qui n'est pas très bien intégrée socialement. Je ne connais aucun fait sociologique à ce sujet, mais juste, sur la base de toutes les séries télévisées françaises que je consomme, il y a des représentations constantes de cela. Je me demande donc si c'est en partie une sorte de réponse à cela, et peut-être même une réflexion sur le fait que l'Europe, malgré certains gros titres, envisage également à différents niveaux comment elle peut peut-être juste se séparer un peu des États-Unis. C'est un peu comme votre discussion très intéressante sur le nouveau Premier ministre japonais et ses commentaires sur le Japon, affirmant à nouveau le contrôle de ses bases militaires. Et dans le contexte de soutenir l'effort général de l'OTAN, en revendiquant en fait un peu de souveraineté pour le Japon en tant qu'État également. Je me demande donc s'il y a cette tension Europe-Amérique qui sous-tend certains des commentaires de Macron. Merci d'avoir abordé ce sujet, car c'est l'autre thème dont nous voulons parler. Mais utilisons peut-être cette question qui persiste maintenant au Japon et en Europe. C'est comme, qu'est-ce qui va se passer ensuite avec nous et les Américains? J'ai l'impression que dans de nombreux coins, les gens perdent leur foi en Europe. Pas forcément dans les promesses d'alliances de longue date, mais dans l'habitude d'avoir certaines structures
comme l'OTAN, d'une part, l'Alliance États-Unis-Japon, d'autre part, et maintenant l'ombre de ce qui pourrait être la présidence de Kamala Harris ou la présidence de Donald Trump, qui pour beaucoup de gens semblent toutes deux assez effrayantes à leur manière respective. Mais peut-être, Warwick encore, comment pensez-vous que cela impacte maintenant l'ensemble de l'Occident élargi? The entire like extended West. Yeah, look, the global order, I think, has actually Oui, fundamentally changed. écoutez, l'ordre mondial, je pense, a en fait fondamentalement changé de manière spectaculaire. Ce n'est pas seulement un processus de changement, ce qu'il est bien sûr toujours, et pas seulement parce qu'en ce moment la nature du changement et la rapidité des changements sont peut-être plus perceptibles et plus importantes que dans le passé récent, mais en fait, l'accumulation d'une série de développements au cours des 30 dernières années environ, peut-être un peu plus, nous a en réalité conduit à un point où la primauté américaine n'est plus. Et cette observation est en fait partagée par ceux qui souhaitent raviver ou récupérer la primauté américaine. Il y a donc ceux dans l'établissement de défense ou de sécurité des États-Unis qui reconnaissent que la primauté américaine et la prépondérance militaire ne sont plus incontestées. Leur point de vue est que les États-Unis doivent se renforcer et retrouver une position de primauté, mais ils acceptent qu'il n'y ait pas de primauté aujourd'hui. Avec ceux qui croient que la perte de la primauté américaine est quelque chose dont ils ne peuvent pas se remettre, la réponse, du point de vue d'un monde plus pacifique, est que les États-Unis reconnaissent leurs limites et deviennent un pays normal plutôt qu'un pays exceptionnel. Donc, je pense que c'est en quelque sorte pour moi le contexte, cette idée, ce sentiment que la prépondérance et la primauté américaine ne sont plus les caractéristiques incontestées du paysage aujourd'hui. Maintenant, face à cela, qui est bien sûr une expérience que beaucoup dans les établissements politiques concernés de différents pays n'ont jamais vécu auparavant, c'est un nouveau phénomène. Mais c'est un phénomène auquel ils doivent répondre. Donc, comme je l'ai mentionné, certains répondent en pensant « Mon Dieu, nous devons faire ce que nous pouvons pour aider les États-Unis à retrouver une position de primauté. » Ensuite, il y a ceux qui voient cela comme une fenêtre d'opportunité pour récupérer un peu de leur propre souveraineté perdue. Et je pense que nous voyons cela parmi les Japonais. Les gens peuvent avoir une réaction très critique à cela, ou une réaction très préoccupée face à la réémergence du militarisme et du nationalisme japonais. Mais sans aucun doute, je pense que du point de vue de beaucoup dans l'établissement politique japonais, le déclin de la primauté américaine est une fenêtre d'opportunité. Et pareil, je pense que les Européens se dirigent aussi vers cette conclusion. Donc, vous savez, Macron, comme Jeff l'a insinué, dit souvent des mots qui semblent être la bonne chose, pour ainsi dire, même s'il dit aussi l'autre chose. Je pense qu'en français, il y a une expression que les gens en France utilisent et je ne sais pas ce que c'est en français, mais c'est essentiellement quelque chose comme, vous savez, Macron est du genre à dire d'une part ceci et d'autre part cela. Et je pense que nous avons un peu de cela dans cet espace. Mais néanmoins, il y a une prise de conscience croissante que les États-Unis ne seront vraiment pas en mesure de remplir le même rôle qu'ils ont historiquement dans le contexte d'une architecture de sécurité européenne à l'avenir. Alors, quelle est la réponse? Eh bien, certains, bien sûr, s'accrochent à l'OTAN comme voie à suivre. Mais je ne suis pas convaincu que les grands États, même s'ils le disent rhétoriquement, y croient réellement comme leur seule réponse stratégique. Et ils commencent à réfléchir à des alternatives. Les Japonais le font clairement. Ils essayent manifestement d'élargir le cadre pour un peu plus d'autonomie japonaise qu'historiquement. Qu'ils puissent le faire ou non est toujours une autre question. Mais il ne fait aucun doute qu'il y a une tentative stratégique
de réfléchir aux possibilités alternatives lorsque la primauté américaine n'est plus. Alternative possibilities are when American primacy is no longer. Oui. Et le Premier ministre japonais essaie de présenter cette nouvelle approche en des termes connus. Jeff. C'est tellement intéressant qu'il ait proposé une OTAN asiatique. Et la réponse a été assez négative dès le début. Je ne suis pas sûr de la réaction de l'Australie à cette idée. Je veux dire, nous avions une OTAN asiatique. C'était l'OTAS. Et elle s'est effondrée en 1967, je crois, parce que tout le monde s'est retiré. D'un autre côté, le nouveau Premier ministre a également suggéré qu'il devrait y avoir une réciprocité entre les Japonais et les Américains. Donc si les Américains ont des bases avec des troupes américaines au Japon, il devrait y avoir des troupes japonaises sur des bases japonaises aux États-Unis. Qu'en avez-vous pensé lorsque vous avez entendu parler de cette nouvelle et aussi de l'idée de l'OTAN? Well, I think it seemed to me that Eh bien, je pense que le Premier ministre japonais semble agir comme un diplomate habile, essayant de faire avancer des objectifs limités et réalisables pour son pays, d'une manière qui ne fera pas peur aux chevaux, ni n'aliénera le grand et puissant ami. Donc, présenter un changement qui semblera être dans l'intérêt américain, tout en revendiquant ce qu'il peut. S'il parvient à le faire, tant mieux pour lui. Et certainement, comme vous l'avez mentionné dans votre interview, la culture au Japon est profondément différente de celle des années 1930 et 1940. Je ne pense pas vraiment que le monde ait besoin de s'inquiéter du militarisme japonais ou de quelque chose de ce genre. Japanese militarism or anything like that. And I think a Japan that is more assertive. Et je pense qu'un Japon plus affirmé, dynamique et ayant un rôle plus important dans le monde fait partie, vous savez, pour utiliser l'expression, du monde multipolaire. Je pense que cela en fait partie. Je veux dire, je me souviens encore de tous ces films paranoïaques des années 80 et 90 venant d'Amérique sur, vous savez, les Japonais prenant le contrôle du monde et réduisant les Américains en esclavage comme Dark Reign et tous ces films absolument atroces, même pas à la limite du racisme, sortis d'Hollywood. Donc je veux dire, je pense que c'est probablement une bonne chose et c'est probablement un signe que la capacité de l'Amérique à exercer sa primauté échoue manifestement dans le monde entier. Alors, les pays adoptent différentes stratégies pour y parvenir. En Australie, nous avons adopté la stratégie consistant à essayer de convaincre l'Amérique qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et vous savez, nous ferons tout ce qu'ils veulent que nous fassions et dépenserons 100 milliards de dollars ou peu importe pour des sous-marins que nous n'aurons jamais. Le Japon semble adopter une attitude plus astucieuse, tant en termes de gestion, à ce que je comprends de certains de ces risques financiers par rapport au dollar américain. Warwick pourrait comprendre tout cela mieux que moi, mais aussi sur ce genre de questions militaires. Et puis en ce qui concerne l'Asie et l'OTAN, encore une fois, je pense que And then in terms of Asian NATO, again, I think that, I mean, it's, you know, NATO. Je veux dire, quand l'OTAN a été formée, le Japon était un gouvernorat militaire des États-Unis dirigé par le général MacArthur. Je pense que l'OTAN faisait partie de la guerre de Corée, si je me souviens bien. À mon avis, l'OTAN a toujours été impliquée en Asie. Cela fait maintenant 80 ans que les États-Unis occupent militairement le Pacifique occidental et l'Europe. Cela ne peut pas continuer éternellement comme ça. Et donc, avec le temps, cette exposition va devoir changer. Et les États qui sont, vous savez, dans ces régions, je pense qu'ils devront être plus affirmés à la fois sur leurs situations économiques et militaires. Warwick, pensez-vous que l'idée d'une OTAN asiatique est vouée à l'échec dès le départ? Écoutez, je pense que de la manière dont cela a été présenté, c'est voué à l'échec. En grande partie parce que je pense que c'était un moyen pour Ishiba de signaler quelques points.
L'un d'eux était l'idée que la relation Japon-États-Unis était asymétrique et qu'il fallait la changer. Eh bien, ça ne va probablement pas changer cette fois-ci. Certainement pas de la manière dont Ishiba l'a proposé. Car non seulement il parlait de la localisation des troupes japonaises sur les bases japonaises à Guam, mais il a également proposé que ça soit réalisé dans les mêmes conditions que les troupes américaines sur les bases au Japon, à savoir qu'il y ait des dispositions extraterritoriales. Et cette idée, je pense, serait accueillie comme un ballon de plomb à Washington, et c'est ce qui s'est passé. Mais je pense que cela a également permis de repousser les limites. Parfois, des positions sont avancées, non pas parce que vous pensez pouvoir les atteindre aujourd'hui, mais parce qu'elles ouvrent la voie à la réalisation de quelque chose d'autre, qui peut être un peu plus progressif, mais qui contribue néanmoins à votre agenda plus large. Et si nous repensons au cours des 10 dernières années, lors d'un discours récent aux États-Unis, le prédécesseur d'Ishiba a été accueilli dans le cadre de la discussion trilatérale avec les Philippines. Il a parlé très prudemment, et je pense assez habilement, si vous voulez, du fait que l'Amérique a fourni un parapluie de sécurité pour l'Asie. Je paraphrase, bien sûr, et a fait toutes les bonnes choses, etc., etc. Et nous en sommes tous reconnaissants. Mais nous savons aussi que l'Amérique ne peut pas le faire seule. C'est terriblement injuste d'attendre que l'Amérique le fasse seule. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour aider à combler le fossé. Et je pense que c'est l'espace que ces initiatives cherchent à ouvrir et à pousser un peu plus loin. Je pense que, bien qu'il y ait différentes évaluations des risques et des probabilités de la militarisation japonaise et de ce genre de choses, il y a certainement des parties des populations à travers l'Asie qui ont néanmoins leurs souvenirs historiques ravivés, que ce soit par leurs propres expériences ou celles de leurs grands-parents en termes des atrocités de l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ou avant celle-ci. Donc, toutes ces choses, je pense, rendent cette idée d'une OTAN asiatique, où le Japon joue un rôle égal avec les États-Unis, vouée à l'échec dès le départ. Et curieusement, je pense que ça peut finalement réaliser de manière très modeste, mais néanmoins qui restera dans la mémoire de certains, une trifecta où Washington est un peu mis de côté. Les nations d'Asie du Sud-Est sont un peu mises de côté, et la Chine est un peu mise de côté. Et tout cela s'est produit avec un seul mouvement. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous pourrions explorer concernant la gravité de ces idées ou leur probabilité, mais ce n'est même pas le point. Je trouve le plus intéressant maintenant, dans cette discussion, de réaliser à nouveau que nous sommes dans une sorte de position intermédiaire, où ce réalignement se produit partout dans le monde, avec des personnes ou des États essayant de se positionner. Mais une chose, et j'aimerais vérifier avec votre perception, c'est que ce que nous ne voyons pas, et corrigez-moi si je me trompe, c'est une galvanisation autour de nouvelles alliances, n'est-ce pas? La seule grande alliance existante est vraiment l'OTAN. Et il y avait ce grand discours il y a 2 ans et demi, lorsque la guerre en Ukraine a commencé. Oh, la Chine et la Russie sont maintenant dans une alliance solide. Ils construisent maintenant des alliances, ils vont être l'antidote, et ainsi de suite. Mais cela ne s'est pas vraiment produit. Le seul type de construction d'alliance solide que nous avons vu est la Russie, avec la Corée du Nord. Il semble avoir une nouvelle structure de sécurité. Il est maintenant possible que l'Iran s'aligne avec la Russie. Mais même si nous regardons comment l'Iran a travaillé avec ses alliés, comme le Hamas et le Hezbollah, ce que nous voyons, c'est qu'ils n'ont pas intervenu. Et ce n'est pas ce genre de scénario de Première Guerre mondiale où pays après pays va être entraîné parce que ses alliés sont impliqués. Il semble aussi qu'en Asie de l'Est,
le mouvement général ne va pas vers des alliances. C'est plus vers des positions indépendantes, plus d'entre elles soit explicitement, soit implicitement. Seriez-vous d'accord avec moi sur cette évaluation? Peut-être d'abord Jeff, puis... Would you agree with me on that assessment? Maybe first Jeff and then Warwick. Yeah, I think so. As you're talking, Oui, je pense que in oui. many ways, I feel Je veux dire, comme vous le disiez, à bien des égards, j'ai l'impression que nous assistons à l'effondrement lent du monde d'après 1945. Et d'une certaine manière, l'OTAN est le genre d'alliance militaire centrale restante établie au début du monde d'après 1945. Et comme vous le dites, il n'y a pas vraiment d'alliance opposée claire du tout. Mais nous voyons, je veux dire, ce que je décris comme les marées de la mondialisation ont changé. La mondialisation, en tant que processus d'échange à longue distance d'idées, de personnes et de ressources, est quelque chose qui s'est produit de différentes manières au cours des siècles et des siècles. La mondialisation que nous avons observée depuis 1991 a été une forme très particulière de mondialisation, où il s'agissait essentiellement de l'occidentalisation ou de l'américanisation. Et je pense simplement que cela a changé en raison de la nouvelle répartition des personnes, des ressources, des idées, de l'argent, du pouvoir, de l'influence, de l'énergie et de l'initiative. Le monde est maintenant fondamentalement différent. Vous savez, l'autre jour, il y avait des nouvelles sur la Chine qui franchissait une sorte d'étape dans l'industrie des puces en silicium. Il y a d'énormes échanges culturels. Le rôle de l'Inde sur le plan diplomatique est fondamentalement différent. Et vous savez, le reste du monde répond à l'Occident en disant « Désolé les gars, vous savez, vous ne définissez plus les termes de notre conversation. Nous avons quelque chose à apporter. » Mais nous le voyons aussi dans le monde financier. Tout ce qui concerne l'argent, que je ne comprends pas vraiment, mais qui change clairement, d'une certaine manière, est juste les poids relatifs des économies. Peut-être que le seul endroit où nous ne le voyons pas est tout l'environnement des communications, qui est tellement dominé par, vous savez, les plateformes technologiques américaines. Mais d'une certaine manière, cela a aussi fait partie de l'histoire de la mondialisation américaine depuis les années 1990, car cela a coïncidé avec Internet. Et on pouvait vraiment croire qu'on pouvait simplement diffuser le monde depuis, vous savez, la salle de situation à Washington, et que c'était une représentation précise de tout. Je pense que cela est même en train de s'effondrer. Et c'est peut-être aussi pourquoi nous voyons certaines de ces réactions très extrêmes, comme l'apparition de M. Glendison et tout ce genre de choses. Donc je pense que j'ai un peu oublié la question que vous m'avez posée au départ, mais je ressens vraiment que nous sommes dans une période critique maintenant, où le résultat n'est pas vraiment connu, mais nous nous éloignons clairement de beaucoup de structures institutionnelles qui ont maintenu le monde ensemble d'une manière ou d'une autre. Et j'espère juste que de nouvelles se formeront sans que nous nous entretuions. L'autre question est, ne nous dirigeons-nous pas vers une construction d'alliances plus importantes? Nous dirigeons-nous davantage vers la création de nouvelles institutions et de réseaux à l'échelle mondiale? Exactement. Le voyez-vous ainsi? Do you see it like that? Yeah, I think people or many countries are very mindful Oui. of. Je pense que de nombreux pays sont très conscients des anciennes leçons des relations internationales et de la pensée en matière de sécurité d'il y a plusieurs décennies, qui suggèrent que la formation d'alliances en temps de paix est en réalité très dangereuse, car elle présuppose la définition d'un ennemi. Inutile de dire que lorsque vous faites cela, vous créez les conditions pour les problèmes classiques du dilemme de sécurité, n'est-ce pas? Ainsi, en recherchant la sécurité par la construction d'alliances, vous créez des conditions d'instabilité. La plupart des nations sont très conscientes de ces risques.
Je pense que nous voyons une approche qui concerne bien plus la diversification des réseaux plutôt que des structures et mentalités d'alliances bifurquées évidentes. C'est l'idée que par cette multitude de réseaux, des tissus sont tissés. Donc, si je m'en tiens à l'analogie des réseaux, des tissus et des liens, l'espoir est que ce qui est créé puisse être à un certain niveau une tapisserie pas particulièrement attrayante parce qu'elle n'a pas vraiment été faite selon un design particulier. Mais néanmoins, c'est une tapisserie très robuste et solide qui a tous les nœuds participants bien engagés dans le maintien de la stabilité de cette structure de tapisserie. Grâce à cet alignement des intérêts dans le réseau lui-même, les possibilités que la sécurité soit indivisible deviennent réelles. Je pense que l'autre chose que nous commençons seulement à voir maintenant, enfin deux choses. L'une est une façon de penser les relations entre les nations qui cherche à mettre la question des relations au cœur des discussions, au lieu de mettre les nations individuelles comme les principaux objets d'analyse et de prescription politique. Et cela repose sur l'idée que les nations existent fondamentalement et dans un sens ontologique, uniquement en vertu de leur relation avec le reste du monde. Donc, vous ne pouvez pas traiter les nations individuellement en dehors du contexte de leur connexion. Par conséquent, répondre aux préoccupations des nations ne peut se faire qu'en abordant le contexte dans lequel elles sont connectées aux autres. Parallèlement à cela, il y a aussi, je pense, une réémergence naissante d'une tentative. Donc je veux dire, c'est assez maladroit, non? C'est une façon maladroite de dire que je pense que c'est très embryonnaire. Une tentative de récupérer l'héritage de paix positive de Bandung et l'éthique du mouvement des non-alignés comme un moyen de parler de manière constructive de la construction d'institutions pour la paix et la prospérité, plutôt que de cadrer les priorités nationales de manière négative, c'est-à-dire comment créer des alliances comme un moyen de défendre et de protéger. Ce sont donc quelques-uns des éléments émergents d'un monde qui est un peu différent de la façon dont les caractéristiques dominantes ont été pendant un certain temps. Comment cela se déroulera? Eh bien, vous savez, le temps le dira toujours, n'est-ce pas, Jeff? Le temps le dira toujours. Et regardez, pour le relier à une partie de la discussion précédente également, je pense que vous ne pouvez pas obtenir la paix à moins de parler de paix avec des étrangers et avec votre ennemi, pour ainsi dire, ou du moins votre rival. Il semble que nous ayons perdu l'art de parler à des pays étrangers, des pays ennemis, d'autres pays, tant dans les affaires étrangères que parfois même dans nos propres relations intérieures. C'est toujours monter en épingle à des dialogues de type bien et mal, nous contre eux, où vous ne pouvez pas dire « peut-être qu'il y a un peu d'équilibre des deux côtés et peut-être qu'il y a un compromis quelque part au milieu ». Et ce genre de choses. Eh bien, les conditions pour le dialogue sont en fait détruites, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que le monde est encadré dans ce sens millénaire, noir contre blanc, bien contre mal, il est en réalité impossible d'avoir un dialogue fonctionnel. Et c'est tout l'enjeu de ce récit de guerre et de cette logique de guerre. Il tente de mettre fin à une discussion intelligente et intelligible afin de créer ensuite le terrain pour cette guerre. C'est pourquoi, lorsque je parlais à Glenn Deason l'autre jour, j'ai simplement dit que la chose la plus dissidente que nous puissions faire est de rejeter la guerre. La stupéfaction ne consiste pas simplement à ignorer que le monde est complexe. Pouvez-vous imaginer être un dissident simplement en disant que l'art de gouverner est important? Je veux dire, à quel point est-ce dissident? Mais dans un monde où le discours, ou l'espace acceptable pour le discours,
a été réduit à cette question de définir la guerre et qui est l'ennemi, il est alors en fait impossible de s'extraire de cette position. La seule issue est soit de gagner, soit de perdre, n'est-ce pas, dans un sens très définitif. Et vous savez, les gens et les lieux paient des prix élevés pour cela, et des prix peut-être inutiles, alors qu'il pourrait y avoir, si nous pouvions réellement ouvrir l'espace à une autre forme d'imagination humaine, des voies qui nous mèneraient quelque part d'acceptable, avec beaucoup moins de carnage en cours de route, en plus de la destruction du monde matériel qui nous entoure. Mais oui, regardez, l'idée que d'être un dissident, c'est de dire « Hey, regardez les gars !» Et si nous pensions au-delà de la simple dichotomie ami-ennemi pour encadrer le monde, et si c'est une vision dissidente, alors j'espère qu'il y a plus de dissidents parmi nous. C'est pourquoi je place beaucoup d'espoir dans l'année prochaine. 2025 marquera le 70e anniversaire de Bandung, et nous ferions mieux de célébrer cela et d'essayer de maintenir cet esprit. Nous approchons de la fin. Je voudrais vous remercier tous les deux, Jeff Rich et Warwick Powell. Les gens peuvent te trouver, Jeff, sur le Burning Archive. Warwick, les gens peuvent te trouver sur X et sur Substack. Et oui, c'est un bon début, Pascal. C'est un bon début. L'autre chose, bien sûr, c'est ce que nous faisons collectivement dans une sorte de réseau d'alliances lâches. C'est notre engagement commun envers cette idée que nous pouvons tous contribuer à une paix multipolaire, n'est-ce pas? Et je suppose que c'est aussi en partie de cela que parle cette conversation. Oui, paix multipolaire décentralisée. Jeff et Warwick, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci Pascal. Ravi d'être avec vous. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.